Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Xavier Dufour, je suis le directeur d'ITMP et kiné avant tout, kiné ostéo. J'aime particulièrement les pathologies rachidiennes, ce qui m'occupe 80-90% de mon temps. Et du coup, là, on va parler un petit peu de céphalée et de dry needling, entre autres. Mais voilà. Qui est venu plus pour céphalée? Il y en a un. Qui est venu plus pour dry needling? Ok, très bien. Donc ça me donne un peu la proportion de ce que vous voulez chercher ou, voilà, et de ce qu'on va s'expliquer. Est-ce que j'ai quelqu'un qui éventuellement serait sujet à des céphalées, migraines un peu, mademoiselle? Bon, bah, si tu acceptes, je vais te prendre comme cobaye dans quelques minutes. Du coup, je vais vous faire d'abord un bref rappel de ce qu'est le dry needling et de pourquoi on fait ça et de depuis quand et compagnie. Le dry needling, c'est une technique, et donc ce n'est pas un but en soi, hein, c'est qu'une technique parmi tant d'autres, qu'on utilise pour le traitement des trigger points. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un trigger point ou je refais une petite définition rapide? Ouais, petite définition rapide. Trigger point ou point gâchette, en traduction littérale. Point gâchette, c'est un point, quand vous appuyez sur la gâchette, il y a d'abord une bonne détonation en local. Ça, c'est la douleur locale. Quand vous avez un point gâchette, un trigger point, et que vous appuyez dessus, à l'endroit où vous appuyez, il y a vraiment une douleur plutôt vive, exquise, hein, si on préfère. Voilà. Et on va avoir, en plus de cette détonation locale, une possible traînée de poudre. Voilà. Alors il y a toute une partie de cartographie, je ne suis pas venu avec des cartes et avec mon ordinateur là pour vous les passer. Si vous cherchez des cartographies de trigger point, le mieux et le plus simple, c'est d'ouvrir Internet et vous tapez trigger point au pluriel, TRIGER-POINTS.net. Et là, vous avez toutes les cartographies de trigger point en accès libre, gratuit, depuis votre téléphone. Voilà. Je vois qu'il y en a qui le font à ma gauche, là, c'est très bien. Bravo. Vous allez tomber sur un petit bonhomme, un body chart, hein, si vous préférez. Un petit bonhomme, ça marche bien aussi. Et vous allez pouvoir choisir les endroits de projection de douleur. Et il va vous donner en regard les muscles qui peuvent poser problème. Et donc, il va vous décrire, par exemple, pour quelqu'un qui aurait des céphalées, un certain nombre de muscles, un scom, un trapèze supérieur, un splénius de la tête et du cou. Oh là, il y en a qui avaient complètement oublié qu'ils existaient. Voilà, mais donc des muscles, et vous donnez des projections possibles. Voilà. Cette logique de trigger point et de douleur projetée, de douleur à distance du point, c'est quand même une mine d'or pour nous kinésithérapeutes. C'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent avec des douleurs à un endroit et parfois on n'explique pas leur douleur. Je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un qui arrive avec une douleur ici devant le bras, là, dans cette partie-là, un peu diffus, pas hyper précis, et le patient vient vous voir en vous disant « j'ai mal à l'épaule », et vous regardez l'épaule, vous cherchez un peu partout, et vous ne reproduisez jamais rien. Là, vous regardez votre cartographie. Si vous voulez regarder sur le schéma, c'est l'infra-épineux. Et donc, quand vous cherchez dans l'infra-épineux, eh bien, vous allez trouver 2-3 points qui peuvent être dans cette zone-là et qui peuvent vous donner ça. On va considérer qu'un trigger point est positif ou réel à partir du moment où je produis la détonation et où je vais reproduire tout ou partie de la douleur projetée. Voilà. Donc là, on en a quand même des tonnes. La liste des muscles est quasi infinie. Hein. Et donc, pour chaque muscle, il y a une cartographie de douleur un peu connue. Voilà. Donc, on a des gens qui vont avoir des maux de tête que je vais qualifier de vrais, c'est-à-dire avec des vraies migraines, des vrais problèmes vasculaires et tout. Là-dessus, est-ce que je suis le meilleur pour intervenir? Probablement pas. Hein. Par contre, maintenant, je peux avoir plein de signes associés chez des gens qui vont avoir des cervicalgies, avec des irradiations qui peuvent prendre
au niveau de la tête, jusqu'au point du sourcil. Alors ça, on vous décrit ça notamment dans la névralgie d'Arnold, hein. Mais pour autant, si on est complètement précis en anatomie, le nerf d'Arnold qui sort entre C1 et C2 s'arrête théoriquement ici, au niveau de la scissure de Rolando, et ne va pas vraiment devant. Donc cette douleur devant qu'on décrit dans les névralgies d'Arnold, je vais dire, n'est pas une vraie névralgie. En tout cas, ce n'est pas le nerf qui va jusque-là. Il ne va pas jusque-là. Voilà. Donc c'est plutôt une douleur un peu de type projeté. Et voilà, à nous de comprendre. On va revenir toujours chez nous à cette idée de... On est kinésithérapeute, c'est-à-dire thérapeute du mouvement. Et donc, je peux toujours au moins évaluer mon mouvement et comprendre quelles structures éventuellement peuvent perturber le mouvement. Et puis en même temps, on a des gens qui ont des douleurs, et donc quelles structures, au pluriel hein, potentiellement, pourraient être responsables de la douleur rencontrée chez le patient. Voilà. Et c'est d'aller chercher, je vais avoir des défauts mécaniques, donc je vais aller traiter ces problèmes mécaniques, des problèmes musculaires, je vais aller traiter ces problèmes musculaires, des problèmes articulaires, je vais aller traiter ces problèmes articulaires. Et puis donc on a le trigger point. Alors je ne vous ai pas fait la différence entre une contracture et un trigger point. Une contracture, c'est un peu tout le muscle. C'est moi qui ne suis pas hyper sportif, parce que je n'ai pas le temps, et puis ce n'est pas une passion première. Si demain je vais courir 10 km, je vous rassure, ça ne m'arrivera pas, hein, surtout pas demain. Demain, ça va être repos. Mais je vais avoir des courbatures, des contractures dans les cuisses. Enfin voilà, je vais avoir de la douleur musculaire, mais là, c'est plutôt tout le muscle. C'est assez global. Le trigger point, ça fait quelle taille, d'après vous ? Globalement, c'est bien, bravo, l'image était bonne. Hein. Globalement, c'est un truc fin. C'est-à-dire qu'un trigger point, on décrit que ça fait 3-4 cm maximum. La littérature dit parfois jusqu'à 7, mais vous voyez que c'est un truc qui n'est pas très long. Ce n'est pas du tout le quadriceps. Hein. Et vous décrit quelque chose de large allant du millimètre jusqu'à 7-8 mm maximum. Donc un cordon, un peu la taille d'un stylo, si vous voulez, en termes d'épaisseur maximum. Et puis, pas plus long que 3-4 cm et fin. Voilà. On va en voir d'autres éventuellement qui pourraient en plus contribuer à des douleurs hein, de type céphalée, migraine et ainsi de suite. Eh bien, on a des muscles ici. Alors, il y a un temporal. Vous vous en rappelez du temporal? Ouais, vaguement. Il y a un masséter. Tout ça fait partie de muscles qui peuvent me donner des douleurs. On part d'un premier point qui est j'ai un patient qui arrive et qui va me décrire ses douleurs. Je vais évaluer sa mobilité, machin, tout ça. Okay. Après, j'arrive au moment où je veux tester d'éventuels trigger points. Donc là, je ne vais pas les chercher complètement au pif. Je vais les chercher en fonction de la cartographie que je connais. Alors, vous ne la connaissez pas encore, mais encore une fois, je vous renvoie sur le site internet qui vous donnera le tout, triggerpoint.net. Et vous allez pouvoir les chercher. Et on va les chercher comment ? Avant tout, par la palpation. Et notre but, ça va être d'essayer de reproduire la douleur, reproduire les symptômes. Alors, dans la littérature, on nous dit qu'il peut y avoir d'autres symptômes. Parfois, ça peut donner aussi des notions un peu végétatives et tout. Donc, ça, on peut avoir enfin, quand on les produit, ça semble confirmer un peu le truc. Par contre, il faut quand même se méfier parfois de certaines réactions neurovégétatives un peu fortes quand on traite les trigger points. J'ai eu il y a quelques mois un espèce de gaillard, là, 1m95, 105 kg, mec qui fait du MMA. Bon, on lui parle bien hein, quand il arrive. Et il me dit, j'ai une douleur là, ici, derrière. Hein, bon, je fais ma thérapie manuelle, je vais mobiliser ses côtes, ses vertèbres et tout, c'est très bien. Et puis à la fin, il me dit, il me reste quand même une douleur un peu par là. Et en fait, il avait un magnifique trigger là, sur le dentelé antérieur. Et du coup... je décide de lui faire une petite technique de dry, donc je vais planter mon aiguille, en plus un peu long, donc je suis content de moi, j'arrive à suivre en plus le rayon de la courbure et tout, j'étais content de mon geste. Au bout de quelques minutes, j'enlève l'aiguille, et là au moment où je vais pour enlever l'aiguille, perte de connaissance. J'ai eu que le temps de rallonger les 105 kg sur la table, voilà. Et là, il a mis au moins 30 à 40 secondes avant de revenir à lui.
C'est très long, 30 à 40 secondes à ce moment-là. Et puis après, il est allé vomir une première fois. Puis il est allé vomir une deuxième fois. Ah. Grosse réaction neurovégétative. J'ai compris que la douleur qu'il s'était faite, il y avait un contexte local. Enfin, c'est arrivé dans un combat. Il y a eu un truc qui lui a pris les tripes. Hein. Et à ce moment-là, il a relâché un peu tout le truc. Voilà. Juste se méfier de cette réaction neurovégétative quand on traite du trigger, qu'on voit que la personne commence à être soit un peu rouge, soit un peu blanche, soit à bien transpirer. C'est que parfois, il est temps d'arrêter. Voilà. Le traitement du trigger, maintenant qu'on l'a défini un peu, peut se faire de différentes manières. Il y a une manière qui est une manière manuelle, hein, qui est donc la compression ischémique. Et globalement, on va appuyer sur le point pendant à peu près 90 secondes. Alors, je ne vais pas vous faire tout le cours de trigger, parce qu'on va essayer de faire un peu de pratique quand même, je vous rassure. Je ne t'ai pas oublié. Mais finalement, un trigger, c'est une des hypothèses, c'est que la pompe à calcium n'arrive pas à réabsorber le calcium et que quand on va... donc il y a toujours une contracture qui reste sur quelques fibres. Et cette contracture permanente crée en local une forme de crise énergétique avec des toxines et puis assez d'oxygène et compagnie, ce qui entretient le phénomène. Voilà. Donc ça, c'est vrai pour tous les triggers et on va le retrouver pour des triggers... notamment qui pourrait expliquer des céphalées. Voilà. Soit je fais du traitement manuel et c'est la compression ischémique qui dure 60-90 secondes, statique ou un peu mobile, pour finalement créer une évacuation et un apport sanguin après. Soit une autre image que je donne pour faire simple. L'intérêt du dry, c'est de venir mettre une aiguille au plus proche de cette contracture pour qu'il y ait un petit peu de lymphe, un petit peu de sang, et que ça fasse un peu comme le château de sable à la mer, là, à la plage, et il y a une vague qui arrive, et la vague d'un seul coup, elle vous éclate le château de sable. Et le dry, c'est un peu cette image-là. C'est quand on vient mettre l'aiguille, finalement, la lymphe et le sang viennent laver le calcium, et la contracture s'arrête pratiquement immédiatement. Alors, on considère que la technique a marché si on a amélioré d'au moins 40-50% la douleur du dry tout de suite pendant la séance. 80% des cas à peu près, la douleur va continuer à diminuer pendant les 24, 48, 72 heures qui suivent. On a 5 à 10% des cas où on peut quand même avoir un petit pic de douleur, donc il faut juste les prévenir, ça peut arriver, c'est pas grave, d'ici 48 heures ça va passer, mais parfois au début ils ont des réactions un peu aiguës, un peu douloureuses. Voilà. Ça marche, c'était un peu mode présentation de début. Maintenant, si tu veux bien venir, je t'attends. Et on va t'asseoir là. Est-ce que tu acceptes d'enlever ton pull, juste le pull? Allez, assieds-toi. Bon, alors dis-nous tout. Tu as quel âge? 25. 25. Tu es kiné, ouais, comme beaucoup là, quand même. Tendance à la migraine? Oui. Souvent, pas souvent? Souvent. Souvent, c'est-à-dire? Au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, ok. Il y a un facteur d'apparition? Non, c'est comme ça, au petit bonheur la chance. Ouais. Ok. Plutôt le matin, le soir, un horaire? Le soir. Plutôt le soir, ok. Un peu de logique de fatigue, de céphalée, parfois un peu de tension, on peut dire. Ok. Il y a des choses qui améliorent? Le repos. Le repos, ok. Donc c'est pas forcément complètement décorrélé d'une possible irritation musculaire quand même un peu. Hein. Ok, une relative composante mécanique. Très bien. Un point particulier où c'est un côté plus qu'un autre? Non, frontal. Frontal. Ouais. Voilà. Ok, bon. Donc ça nous renverrait, point un peu frontal comme ça, on retombe bien dans trapèze, scom et compagnie, donc on va les regarder. Je laisse ça là si jamais il y a besoin pour après. T'hésites pas, tu nous racontes tout ce que tu veux. Voilà. Moi, première chose que je fais avec ce type de patient, c'est quand même un peu de mécanique. Vérifier à minima ma mécanique. Ok, tourne la tête à droite. Très bien. Elle fait moins de 90 degrés quand même. C'est pas une cata, mais c'est pas parfait. Si je te redresse un tout petit peu, voilà. Retourne à droite.
Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Tu me vois un peu là, mais doucement. Très bien. Même chose de l'autre côté. Ok. Il y a un côté que tu préfères? Hmm. Tu préfères le côté droit quand tu tournais par là? Ok, refais l'autre. Donc c'était par là que tu préfères? Du coup, quand tu fais, alors qu'elle va moins loin à droite qu'à gauche, hein, voilà. Retourne à gauche. Et qu'est-ce qui te gêne à gauche? Ça tire à droite. Ok. Donc elle va plus loin, mais elle a une logique de tension. Ça, tu peux relâcher. Hein. Vous en faites ce que vous en voulez, mais quelque part, j'ai déjà du muscle, de la tension, un truc qui lui plaît pas. Encore une fois, en bon kiné de base, vous pouvez les tirer un peu. Vous allez pouvoir faire quelques techniques simples. On peut lui demander penche la tête en avant. Ok, reviens. Penche la tête en arrière. Ça, c'est assez intéressant quand même. Repenche la tête en avant. Là, elle vous fait une magnifique, voilà, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Elle vous fait une flexion globale, harmonieuse, très bien. Penche-nous la tête en arrière. L'extension, elle s'arrête à C3. Hein. C'est-à-dire qu'elle est incapable de nous faire de l'extension basse. Là, j'ai tout un bloc thoracique que je vais qualifier de syphotique. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est dans une grande syphose, hein, c'est pas Quasimodo non plus. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais elle est quand même pas très, très, très mobile, quoi. Voilà. Là, pour moi, en tant que kiné, premier travail, je vais aller travailler mes muscles, mes levées de tension, mes vertèbres, ma manip spécifique, hein, le cas échéant, pour traiter ça. Voilà. On va envisager ça évidemment tout de suite après, un peu rapidement, parce que je sais que vous êtes venus quand même un peu pour le dry, donc c'est promis, on va quand même en faire. Ici, je peux tester mes muscles. Alors là, je prends en pince, hein, en dry, on appelle ça, en trigger, pardon, on appelle ça vraiment la prise en pincette, voilà. C'est la même chose des deux côtés. Alors, je n'ai pas le plaisir de voir ton visage, mais je pense que là, il y a des mimiques qui se produisent que là, j'ai pas. Voilà. Là, ça va, tu dis rien là? Non, là, ça va. Alors que là, d'un seul coup, ça parle un peu. Hein. Et encore, je pourrais être plus... Alors ça, après, c'est juste quand on les aime pas, les patients, qu'on fait ça. On va chercher vraiment le là, ici, là. Tu le sens, le trigger, là? Voilà, là. Ça, ce que je vous décrivais comme une détonation, c'est vraiment la douleur locale. Mais encore une fois, si je lui fais la même chose, exactement la même chose de l'autre côté, là, tu me dis rien, là. Voilà. Hein. Il y a un côté comparatif. J'ai fait le trapèze. Ici, alors, sûrement que dans la vraie vie, je le ferai plus allongé, hein, pour enlever en plus l'effet tension, mais toujours là, je pense, tic. Tu vois, c'est vraiment une petite corde, c'est pas tout le scope. Là, t'aimes pas, je pense. Non, là, t'aimes pas. Voilà. Donc, de pouvoir retrouver, et alors qu'à l'inverse, tu vois, si je viens taper là, ici, je pense que tu dis pas grand-chose. Voilà. Le point qui t'embête, il est là. Donc, il faut prendre le temps d'être un peu précis. C'est-à-dire qu'il faut que je sois dans le fait de rechercher et de reproduire mon ou mes symptômes, hein, chez mon patient. Voilà. Évidemment, on pourrait aller en chercher d'autres. Ici, je pourrais aller chercher un scalène antérieur. Là. Pareil, je pense que lui te plaît moyen. Hein, alors que là, ici, tu me dis rien. Enfin, voilà. Donc, évidemment, ce n'est pas limitatif et je ne vais pas tous les passer pour pas non plus y passer la journée. On va... ça va, j'ai encore du temps. On va t'allonger sur le dos, s'il te plaît, la tête par ici. Dans la vraie vie, moi, c'est quelqu'un, je commence toujours par un peu d'étirement, thérapie manuelle. Je vais vous faire ce que j'appelle le combo cervical. Tu tournes la tête d'un côté au choix. Bravo, c'est ton choix. Alors, voilà. Elle est allée du côté qui était le plus confortable chez elle. Ça va, elle n'est pas complètement masochiste. Ici, je suis en train de faire un étirement de l'élévateur de la scapula à gauche. Pousse un peu contre ma main. Très bien. Repos. Hop. Encore une fois. Et repos. Okay. Ici, là, j'avais emmené la tête. Elle était en rotation droite, inclinaison droite, flexion. Je vais la ramener plutôt en inclinaison gauche. Je vais faire un double menton pour faire une extension haute. Flexion haute, pardon.
Et là, ici, j'emmène l'autre épaule. Et là, je fais un étirement du trapèze supérieur droit. Pousse un peu. Et repos. Encore. Bravo. Repos. Allez, un petit dernier pour la route. Repos. Je ne change pas ma main gauche. Le haut reste exactement pareil. Par contre, ici, je vais venir prendre appui au niveau SCOM. Sternocléido. Hein, et donc là, j'étire mon SCOM. Allez, inspire. Très bien. Ça va, je te fais pas trop mal. Ok. Et encore une fois. Et repos. Ça, le combo, vous le retrouvez en vidéo sur notre chaîne YouTube. Hein. Je tourne la tête de l'autre côté et je refais exactement la même chose. Ok. Élévateur. Hein, voilà. Je ramène juste la tête en incline droite. Flexion haute. Et j'abaisse. Là, trapèze gauche. Très bien, je ne change pas ma main droite. Je prends un appui ici, sternocléido. Ok, inspire et souffle. Et au coup d'avant, j'ai oublié de l'autre côté de faire juste, je relâche la flexion et je majore un tout petit peu la rotation. Et là, je suis plus dans le scalène antérieur que j'ai oublié de faire à droite. Allez, inspire et souffle. Ça va ? T'es pas morte. Bon. Dans la foulée, parce que ça ne va pas me prendre longtemps, je vais aller mobiliser un peu ces thoraciques. On a vu qu'elle était quand même comme ça et que jusqu'en cervical moyen, elle n'arrivait pas à faire d'extension. Donc globalement, je vais quand même essayer de lui donner un peu d'extension en thoracique jusqu'à la charnière cervico-thoracique. Tu te rapproches un tout petit peu de moi. La table, elle est un peu haute, ou c'est peut-être moi qui suis un peu petit, mais... Hop. Hop. Ça va ? J'ai le droit ? Je t'ai pas demandé, mais ouais, tu as le droit de dire non, ou tu peux dire stop à chaque instant, évidemment. Hein. Donc je vais aller faire une petite mob thoracique, hein, rien de très très compliqué, relâche bien, pose la tête, voilà, laisse la tête bien. Ouais, super, merci. C'était horrible ? Non. Je continue, voilà, on relâche bien. Ouais, super. Mobilisation, hein, je tiens en gros la vertèbre avec ma main droite, là, celle qui est en dessous, on va dire D4, et en haut je mobilise D3 vers l'extension. Le numéro exact, on s'en tape, hein, on est bien d'accord, c'est juste pour qu'on comprenne, et du coup, voilà, c'est déjà pas mal. Je ne reviens pas sur la mob manipulation. On a ça tout à l'heure en atelier, là, en conférence tout à l'heure à 15h pour ceux qui veulent. Mais en gros, la manip, c'est gain de mobilité et doliprane, hein, c'est-à-dire réduction de la douleur, parce que la manip réduit la douleur, point à la ligne. Ce n'est pas durable à vie, mais au moins, transitoirement, on gagne un peu. Ok. On va te rasseoir juste 2 secondes. Évidemment, avec un patient, je ne le ferai pas se rasseoir. Hein. Ça va ? On avait un test tout à l'heure qui était fais-nous une flexion. Ok, ça allait bien, ça va toujours bien. Coup de bol. Reviens. Fais-nous une extension. Vous voyez qu'en extension, elle descend déjà plus bas. Voilà. On peut quand même émettre l'hypothèse que sa perte de mobilité cervico-thoracique basse, enfin cervicale basse et thoracique, soit pas un facteur favorable. Hein. On pourrait aussi aller regarder un peu ses épaules. Par exemple, la droite, elle va bien en arrière, en rétropulsion. La gauche, elle y va pas trop. Là ici, je pense qu'il y a du petit pec, du grand pec, mais c'est pas le sujet du jour. On va te rallonger. Mais si on veut faire le traitement, quelque part, on n'est pas juste sur un muscle ou un point. Je me mets là pour ne pas vous gêner, que vous puissiez voir. Évidemment, avec un vrai patient, je me mettrais plutôt à la tête. Est-ce que du coup, tu peux te rapprocher encore un ? Ouais, super. Tout à l'heure, ici, on avait un SCOM. Je vous ai dit que dans la vraie vie, je l'aurais plutôt évalué en décharge, hein, c'est-à-dire avec la tête posée comme ça. Et voilà. Alors, je ne suis pas obligé de la faire crier à chaque fois que je la touche. Hein, voilà. Donc, j'essaie de le chercher délicatement. Mais voilà, par exemple,
Là, ici, je pense que tu apprécies à sa juste mesure la palpation du SCOM. Et encore une fois, je peux comparer avec l'autre côté. Et de l'autre côté, tu vois, j'y vais encore plus franchement. Et de l'autre côté, elle ne fait pas de grimace. Hein. Voilà. Donc ce point-là, je vais pouvoir venir le chercher. Je pourrais évidemment le traiter en mode trigger manuel. Première technique, on va venir faire une compression ischémique, 60-90 secondes à peu près, soit complètement statique, soit éventuellement je vais faire plutôt un petit, si je considère que j'avais une petite corde, je vais prendre sur le trajet de ma corde, voilà, avec une pression permanente, mais un glissement sur le trajet, sur le long de la fibre. Voilà. Alors évidemment, il faut prendre le temps, encore une fois, de les palper. Hein. Voilà. Et il faut s'habituer un peu à palper. Au début, quand on sort de l'IFMK, parfois c'est dur parce qu'on n'a pas pris le temps de palper, de s'habituer à aller chercher ces petits cordons. Et au début, on a un peu de mal à les trouver. Voilà. Bon. Deuxième technique, eh ben, on va pouvoir faire du dry needling. Dry needling, alors depuis quand on a le droit de faire du dry needling en France ? 2016, 2017, j'ai plus la date exacte. Ça nous est venu un matin. Je prenais mon petit-déj avec Jean-François Dumas et on s'est dit c'est vraiment trop con, on est l'un des seuls pays d'Europe à ne pas faire de dry needling. Pourquoi on ne fait pas de dry needling alors que tous les autres pays pratiquement en font ? Voilà. Bah, on ne le faisait pas pour un relatif problème médico-légal, hein, de se dire est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas. Et finalement, Jean-François me dit il n'y a aucun texte qui... Attendez, j'ai bien fait de prendre mes lunettes parce que... Bon, on va prendre les vertes, c'est bien les vertes. Il n'y a aucun texte qui nous interdit vraiment de passer la peau. Voilà. Donc on y a travaillé, Jean-François sur la partie juridique, avec mes équipes LCMK sur la partie technique et formation. Et du coup aujourd'hui, depuis que le Conseil de l'Ordre a pris position, on peut pratiquer le dry needling à condition d'être formé, d'abord en trigger, 14 heures, puis en dry, 50 heures, et après on peut pratiquer. Voilà. Ça fait partie de notre décret de compétences, mais sous couvert d'un complément de formation. Évidemment, il faut aussi faire un peu attention à ce qu'on fait, et d'où l'idée de côté hygiène qui est important, évidemment, vu qu'on va passer la barrière cutanée. Depuis qu'on pratique le dry, vous savez combien il y a eu de pépins vraiment révélés sur du dry en France par les kinés ? 0. Voilà. Donc, alors, à la fois parce que les kinés ne font pas n'importe quoi, à la fois parce que la technique n'est pas si grave, à la fois parce que les kinés ont globalement été bien formés, donc on s'évite les problèmes. Et si on avait dû avoir des problèmes, on en aurait eu depuis. Voilà. On va quand même mettre des gants, on va désinfecter correctement. J'ai le droit ? Oui. Oh bah, on va quand même recueillir à minima le consentement du patient. En tout cas, on va quand même le prévenir. Après, moi, régulièrement, je leur dis, pour traiter votre trigger, j'ai 2 techniques. Une qui fait mal et qui est fatigante pour moi. Et puis, voilà, parfait. C'est juste de la biceptine. Hein. Et puis, une qui fait pas mal et qui est beaucoup moins fatigante pour moi. Généralement, présentés comme ça, ils choisissent la deuxième, ce qui m'arrange. Voilà. Je leur précise juste que, évidemment, il y a une petite aiguille. Voilà. Donc les aiguilles, si vous voulez, je peux vous en passer. Vous voulez en voir des aiguilles ? Tiens, vous faites passer, donnez-en. J'en ai plein. Voilà. Servez-vous. Voilà. Pour ceux qui veulent en voir, en toucher. Hein, voilà. Hop. Je me dépêche. Touc. Et voilà. C'est Noël. Avant l'heure. Et du coup, je vais prendre une autre boîte. Et du coup, on va prendre une petite aiguille qui se présente donc dans un truc hermétique, stérile. Voilà. L'aiguille, elle se présente, j'enlève le cache là.
Voilà, elle se présente comme ça, il y a un petit guide. Alors nous, on choisit des aiguilles avec guide parce qu'on trouve que c'est quand même plus pratique. Et ici, j'ai un petit truc qui tient l'aiguille. Donc ça, évidemment, on va le jeter aussi. Voilà. Et puis après, on a l'aiguille. Voilà. Donc là, j'ai pris une aiguille, pas très grande, parce qu'on est sur un muscle qui n'est pas très profond. Dans cette boîte-là, j'en ai déjà des plus grands. Et là, je n'ai pas pris les plus grandes, mais on peut en avoir des 12 cm. Voilà. Ce n'est pas tous les jours que je me sers de celles de 12 cm, mais parfois, pour aller chercher des trucs profonds, ça va compter. C'est des aiguilles qui, globalement, font pas mal. Alors, vous allez me dire, ah, pourquoi il dit ça? Une aiguille, ça fait mal. Sauf qu'en fait, c'est des aiguilles très fines. Et comme elles sont fines, parce qu'elles ne laissent pas passer de produit à l'intérieur, contrairement à une aiguille pour aller faire une prise de sang, c'est fin, machin, c'est pas, et du coup, classiquement, c'est pas douloureux. Voilà. Et puis, alors celle-là, je vais l'acheter après. Et donc là, ici, on va venir et on va piquer dans le trigger point. Voilà. Hop. Donc, je vais en prendre deux autres. Voilà. Hop. Ça va, je vis ma vie. J'ai le droit de vivre ma vie, je fais comme je veux. Hop. Et donc, je prends mon trigger. Je repère, donc je reprends le temps de la palpation. Là, ici. Ouais. Là. Tac. Je pose le guide. À ce moment-là, voilà. J'appuie bien fort avec le guide, parce que du coup, c'est le guide qui donne toute la sensibilité. Et j'ai appuyé sur l'aiguille. Ça y est, le plus dur est fait. L'aiguille, elle est posée. Voilà. Et elle est dedans. Ça va? Redis-le. Je la sens pas. Elle la sent pas. Voilà. Donc là, ici, on vient. Alors, il y a plusieurs manières derrière. Il y a ceux qui bougent beaucoup, il y a ceux qui bougent pas beaucoup, il y a ceux qui vont chercher ce qu'on appelle le twitch, qui est la contraction produite parfois par le drive. Moi, je suis pas un amoureux du twitch. Je trouve que ça fait mal. Et ça a c'est une grosse dépense énergétique derrière. Donc, je ne le cherche pas spécialement. Certains aiment beaucoup le chercher. Voilà. Et je peux venir, en tout cas, sur mon idée de je veux laver avec de la lymphe, et bien bouger en différents endroits. Mais là, finalement, tu sens rien du tout, en fait. Évidemment, ici, j'ai pris, moi, l'idée de venir prendre le muscle un peu dans la longueur. Je ne l'ai pas pris en pur transversal. Hein. Voilà. Et du coup, il y a une idée de bien connaître son anate en 3D. Voilà. Mais c'est l'objet de la formation, évidemment. Ici, on peut la tourner un peu comme vous imaginez une brochette, là, vous en avez fait cet été au barbecue, et vous tournez la broche au milieu du truc, ça va un peu enrouler la viande, et ça va un peu améliorer l'effet. Voilà. Alors, il y a plein de petits détails, et puis on pourrait même mettre une deuxième aiguille, et avec cette deuxième aiguille, pouvoir mettre du courant après qui passe entre les deux. Stéphane en a montré hier et avant-hier. Je n'ai pas amené l'appareil électrique aujourd'hui. Ça marche? Celle-là, on va la laisser encore 2 minutes. Et puis, tu avais ton point du trapèze, là? Là, tu trapèzes? Là, voilà. On va le faire avec la deuxième. Une des idées qui est importante pour moi, c'est que c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, une technique. Et ce n'est pas un traitement en soi, en fait. Enfin, le but n'est pas de dire que parce que je lui ai mis une aiguille, c'est tout le traitement et que je ne fais plus que ça dans ma vie. Alors, même si dans ma vie, aujourd'hui, je fais quand même beaucoup de dry needling et je trouve que c'est une technique suffisamment efficace et rapide et globalement sans danger pour en faire pas mal. Voilà. Maintenant, ça n'enlève pas tout ce que je peux faire comme autre technique en kinésithérapie, on est d'accord. Là, pareil, je ne vais pas venir mettre l'aiguille comme ça dans ce sens-là parce qu'en dessous, pas très loin, j'ai quand même ce qu'on appelle le dôme pleural. Donc je vais éviter de lui faire un pneumothorax, on est d'accord. Donc je connais mon anate, je vais aller chercher. Là, je ne vais pas lui demander de se déshabiller plus, mais peut-être qu'avec un patient, je le ferai pour être un peu plus à l'aise, un peu moins gêné. Voilà. Hop. Ça va? Tu n'as même pas senti non plus. Ça, c'est parce que je suis très gentil. Et derrière, voilà.
Toc. Voilà. Hop. Et donc je viens stimuler un peu, vous voyez. Mais là, elle sent que mon doigt bouge sur la peau, mais elle sent même pas que l'aiguille bouge en fait. Quand vous avez passé le millimètre et demi d'épiderme derme, derrière vous sentez pratiquement plus jamais rien. À 2-3 détails près, parfois vous pouvez toucher un tout petit rameau nerveux, bah, ça pique un peu, là vous arrêtez. Parfois vous allez toucher une petite veine ou une petite artère, ça peut piquer un peu, mais il n'y a rien de grave quand vous faites ça. Hein. De toute manière, vous vous souvenez quand on vous fait une prise de sang, on pique en plein dans la veine ou dans l'artère, et finalement, il ne se passe rien en fait. Enfin, ça ne fait pas plus mal que ça, quoi. Donc bah là, c'est pareil. Si ça vous arrive, au pire, derrière, on va faire un petit point de compression. Donc là, en plus, comme il y a une caméra et tout, on va faire bien ceinture bretelle pour bien désinfecter avant, après et tout. Dans la vraie vie, on a vu, nous, un formateur américain. L'aiguille était tombée par terre, il l'a repris, il l'a mis. C'est pas ce que je ferais. Mais s'il y a bien un pays où s'il y avait des problèmes d'hygiène et des pépins, ils en prendraient pour 10 millions de dollars d'amende d'un coup, c'est les États-Unis. Donc s'ils se permettent de faire ça, c'est que le risque, il est vraiment proche de zéro. Voilà. Après, faites encore plus attention et c'est encore tant mieux, quoi. Voilà. Donc là, voilà. Et évidemment, ça pose des relatives contre-indications chez les gens qui prennent éventuellement des anticoagulants, ou en tout cas, ça veut dire attention à ce qu'on fait ou attention aux effets. Encore une fois, attention aussi à l'effet neurovégétatif. Hein. Voilà. Il y a tout un corpus de choses à prendre en compte quand même. Ça va ? Eh bien, on va te rasseoir. Moi, j'aime toujours l'idée des 3T, test, technique, test. C'est-à-dire qu'on a un patient qui vient, il a un truc de départ, on a des tests pour voir ce qu'il donne, on fait une technique et derrière, moi, j'aime bien le retester exactement de la même manière. C'est assez désagréable, les gants, là. Voilà. Tout à l'heure, ici, on avait un SCOM. Est-ce qu'elle fait encore la grimace ? Je vais insister parce que peut-être que j'appuie pas assez. Je suis au même endroit que tout à l'heure ? J'appuie plus fort, moins fort ? Pareil, ok, très bien. Et là, il n'y a plus de... Voilà. Je vais aller chercher le trapèze de la même manière. Je vérifie quand même, encore une fois, j'essaie de ne pas vous mentir, hein, enfin, voilà, de vérifier que j'appuie bien et pareil au même endroit et tout. Voilà. Tourne la tête à gauche. Elle allait loin à gauche, mais elle n'aimait pas trop tout à l'heure. Là, tu dis quoi ? Ça va ? Ça tire pas ? Non, ça tire pas, ok. Tourne la tête à droite, ça allait bien à droite. Voilà. Tout à l'heure, tu me voyais à peine quand tu tournais à droite. Là, je pense que tu me vois bien. Voilà. Merci beaucoup pour ton aide. Si on conclut un tout petit peu, c'est une technique parmi d'autres. Donc ce n'est pas une fin en soi, ou ce n'est pas parce que je fais du dry que je ne fais plus le reste. C'est un outil complémentaire dans la boîte à outils. Voilà, ça c'est une première idée importante. Je prends le temps de faire les choses. Je prends le temps de vérifier. J'ai une explication et un diagnostic différentiel d'autres symptômes. Par exemple, vous pouvez avoir, si je prends un autre champ que les céphalées, des douleurs qui ressemblent parfaitement à un trajet sciatique. C'est le muscle petit fessier. En tant que kiné, jamais vous allez regarder le petit fessier. D'un seul coup, vous avez un patient qui a un trajet sciatique, il n'a pas de vraie hernie, il n'a pas de vrai signe d'urmérien et tout. Allez voir le petit fessier. Peut-être que ça peut être intéressant de lui trouver un trigger et surtout de lui traiter un trigger, quoi. Voilà. Donc c'est un mode de diagnostic différentiel assez infini et qui vous donne quand même des pistes hyper intéressantes. Si vous ne voulez pas faire de dry, on peut aussi le faire en manuel pur, hein, voilà. Et du coup,
Le seul point, je rappelle, pour pouvoir pratiquer le dry, il faut d'abord être formé théoriquement 14 heures de trigger, puis 50 heures de thérapie manuelle, de dry needling, pardon. Et cet ordre est important. Voilà. Si demain vous avez un pépin, nous en tant qu'organisme de formation, quand on me demande ah ouais mais j'ai déjà fait moi du trigger en Espagne et tout quand j'ai fait mes études à Madrid, est-ce que j'ai besoin de refaire la formation? Moi je leur réponds pour moi je m'en contrefous. Par contre, si demain vous avez un pépin et que vous ne pouvez pas justifier de vos 14 heures de trigger avant, votre assurance ne vous couvrira pas. Voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là et dans un risque médico-légal juridique plus qu'autre chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, donc j'ai 2 questions. Oui. Pour le trigger simple en manuel, j'ai vu qu'il existait comme des stylets vibrants. Est-ce que vous utilisez, est-ce que ça marche? Et une deuxième question, comment est-ce que vous le facturez ou vous le présentez dans vos actes de travail? Allez, très bien. Ça, c'est des bonnes questions, ça. Il y a des stylets vibrants. Il y a, nous, on a notre mini tonfa là qui nous permet de moins nous défoncer les doigts et d'avoir un outil. Parfois, ça peut aider. On n'est pas très loin non plus, dans certains cas, du crochetage. Il y a des choses qui se ressemblent. Voilà. J'utilise peu d'outils finalement. Parce que la plupart du temps, quand c'est compliqué, je fais du dry et comme ça devient plus simple pour moi. Voilà. Comment je le facture? Alors ça, c'est un vaste, énorme sujet. Hein. C'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure avec Doctolib là, en conférence à 13h, ou je ne sais plus quelle heure exactement, mais peut-être 13h20, je crois. Ouais, c'est 13h20. Et on va l'aborder chez Doctolib un peu, le comment on facture et comment on crée du HN, ce qui est un enjeu. Après, voilà, on est conscient qu'on a besoin de gagner notre vie, qu'on va aller vers l'excellence et la qualité quelque part de prise en charge. Moi, je pense que ça a un prix. Le HN est un des moyens de pouvoir le faire, en considérant qu'aujourd'hui, le dry n'est pas complètement prévu dans la nomenclature. Voilà. Et du coup, on vous racontera comment faire du HN là-bas tout à l'heure, où il y a plein d'autres confrères et consoeurs qui en ont déjà parlé. Quelqu'un d'autre? Non? Ah ouais? Oui, quel est le lien entre le petit fessier et les douleurs de type sciatique? Eh bien, la cartographie. C'est-à-dire, alors, on n'explique pas bien, il y a plein de modèles, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques là maintenant. Hein. Il y a plein de théories, de modèles explicatifs de pourquoi tel muscle donnerait tel endroit et tout. On dit que finalement, il y a des interconnexions sur jusqu'à 7 étages au-dessus et 7 étages en dessous. Nous, on nous dit, ah bah, l'épaule c'est 5, voilà. Mais en fait, les nerfs de l'épaule, bah, ils montent jusqu'à C1, C2, et puis ils descendent parfois jusqu'à T4, T5. Et en fait, c'est ces interconnexions neuronales qu'on ne maîtrise pas et qui expliquent en gros ces cartographies. Là, c'est là où c'est anglo-saxon quand même au départ. Et les anglo-saxons ont ce truc merveilleux par rapport à nous. C'est qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques. Et plein de fois, ils nous disent « j'ai pas bien compris exactement pourquoi, mais comme ça me permet de réagir facilement chez 80% de mes patients, je prends le modèle. » Voilà. Nous, en France, on aime bien s'embêter sur les 20%. Voilà. Donc, ce n'est pas une mauvaise question pour autant. Hein. Mais du coup, voilà, je vous invite vraiment à vous référer à la cartographie qui vous donne les lieux de douleur les plus classiques. Voilà. D'autres questions? Eh bien, dans ce cas-là, je vais laisser la parole aux suivants qui doivent pas tarder. Là, c'est à quelle heure? C'est là, hein? Ah, c'est toi, ma biche. Ah. Et toi? Ça va très bien. Regarde. Ah, merci. Bah oui. Hop.